Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir tout dépend à l'heure où vous nous suivez et là où vous nous suivez. Sinon, moi, je suis Lydiane Chariot, coach en résilience émotionnelle. Ce soir, nous allons accueillir Stéphie ou Anne-Stéphanie. Tout dépend de comment vous voulez l'appeler. À 5 ans, elle a perdu son innocence. À 12 ans, sa voix. Aujourd'hui, elle la retrouve pour briser le silence. À seulement 5 ans, Anne-Stéphanie a été victime d'abus sexuels perpétrés par des membres de sa propre famille. Elle a ce secret lourd qu'elle a gardé depuis longtemps dans le silence. Mais malheureusement, ses parents détournaient leur regard. Aujourd'hui, mère de 3 garçons, des très beaux garçons, elle partage avec courage son histoire, son chemin de guérison et son message d'expérience. Dans cet épisode bouleversant, Stéphanie nous parle de son enfance brisée et du silence familial. Ensuite, des séquelles émotionnelles et la quête d'amour. Son processus de reconstruction et de résilience. Son appel aux parents, vigilance et écoute à leurs enfants. C'est un témoignage fort et choc destiné à briser les tabous et encourager la parole. Alors, Stéphie, nous t'écoutons. Bonjour à tous et à toutes, peu importe l'heure à laquelle vous suivrez ce témoignage. Je prends sur moi de témoigner aujourd'hui, de vous raconter mon histoire pour parler aux parents, à la société entière, parce que les enfants d'hier sont les adultes d'aujourd'hui. Comme dans les adultes d'aujourd'hui sont les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Pour demander aux parents quel genre de société nous voulons léguer parce que je constate à mon humble avis que la société que nous avons aujourd'hui est le reflet de l'enfance que nous avons eue. Nous constatons donc de ce fait plusieurs dérives, plusieurs manquements, plusieurs maladies psychosomatiques qui sont dues aux enfances que nous avons eues. Moi, je prends le cas de l'Afrique. Moi, je suis née en Afrique, des parents africains très jeunes. Je dois le dire ici, ma mère, elle m'a eu à 15 ans, mon père avait à peine 20 ans, donc ils étaient très jeunes. Donc très tôt, mon père a accédé à un grand poste à la fonction publique. Il est ingénieur sorti de Polytech, très jeune. Donc il accède à un grand poste et vous savez, dans nos familles africaines, dès lors que vous avez un poste, et que vous allez en affectation, on prend les cousins, les cousines, les tontons, les tatas, qu'on vous colle à la peau, qui vous accompagnent. Je pense que ça, c'est dans nos mœurs. C'est dans cet environnement-là que j'ai grandi. Donc, à l'âge de 5 ans, j'avais déjà ma petite sœur qui me suit, qui était née, et je pense que mon petit frère aussi. Donc, du plus loin que je me souvienne, le premier épisode, je me souviens, je dormais avec ma petite sœur dans une même chambre, comme ça se fait, hein, et je me souviens très bien qu'elle avait une robe verte avec des pointillés noirs. Nous dormions sur notre lit. Et c'est alors que, en plein milieu de nuit, un individu se saisit de moi, il se met à me tabasser et il me demande de me taire. Au milieu de la nuit, moi qui suis une enfant, je me réveille en plein, qu'est-ce qui m'arrive? Allez, chut, tu te tais et tout. Et c'est comme ça que, il m'impose une F, une fellation, Voilà. Oui. enfant de 5 ans. Et il me dit, si t'en parles, je te tue. Et cette personne était quoi pour toi? Ton cousin, oncle, c'était qui? Cette personne, je viens savoir approximativement qui elle était à l'âge adulte parce que la première fois, je n'ai pas reconnu son visage. J'avais 5 ans ou même moins. Je n'ai pas tout de suite reconnu son visage. C'est après de nombreuses investigations que ma cousine me dit que je n'ai pas gardé son visage, peut-être parce que cette personne n'avait pas mis long à la maison. Elle me parle donc d'un cousin de mon père qui était sorti de prison et que mes parents avaient accueilli. Donc cette personne a peut-être fait 6, 7 mois. C'est pour ça que je ne m'en suis pas souvenue tellement j'étais jeune. Voilà. Donc, et au vu des autres traumatismes qui ont suivi et tout, voilà là où mon calvaire a commencé. Je ne peux pas vous dire le nombre de nuits que j'ai passées, le nombre de bastonnades, bref, c'est comme ça que j'entre dans la vie de façon catastrophique. Et puis, nous partons de là. Deuxième épisode, je me souviens, nous sommes dans une grande ville aussi. Mon
Mon père, bien sûr, a un grand logement de fonction et dans ce logement de fonction, il y avait donc une piscine. À l'époque, mes parents voyageaient beaucoup, donc ils nous laissaient, comme je disais, avec des tontons, des tatas et voilà. Et donc, il y a un cousin de ma mère, lui, je me souviens bien, qui vivait avec nous. Donc, ce qui se passait, c'est que ma mère vivait avec ses petits frères et mon père avec ses petites sœurs et ses petits frères. Donc, quand les parents voyagent, le chat partit, les souris dansent. Donc, les petits frères et les petits sœurs de ma mère qui étaient jeunes à l'époque, et ils sortent. Leurs grands frères et leurs grandes sœurs sont partis. Eux, ils sortent, ce que j'entends, hein, ils étaient jeunes. Alors, ce cousin, eux, ils vivaient à la dépendance, qu'on appelle les dépendances. Et du Mhm. coup, moi, je vivais dans la grande maison. Donc, mes petits-oncles, pour ne pas nous enfermer dans la maison, puisqu'ils allaient en boîte, certainement, donc ils laissaient la porte de la maison ouverte pour que quand ils vont rentrer, quoi. Et c'est comme ça que ce cousin s'introduisait donc dans la maison, venait me chercher, allait m'amener dans la dépendance, faisait de moi son objet, et il le faisait à plusieurs reprises que une fois, quand j'ai commencé à pleurer, je me suis dit, bah, je vais dire, il m'a sorti de la dépendance, il m'a amené au bord de la piscine en pleine nuit. Il m'a dit, t'as vu la piscine là? Si tu oses le dire, je suis sûre qu'ils ne te croiront pas et la prochaine fois, je te jetterai dans la piscine. Et voilà comment je me tais. Moi, j'avais peur de mourir. Il va Oui, avoir oui, 7 oui, ans. tout à fait. On t'a menacé ton bourreau, donc tu dois te taire. Et Voilà. pour survivre, il faut la fermer et subir. Voilà, donc à l'époque, je me souviens que j'avais un répétiteur et c'est là où j'ai commencé mes problèmes en mathématiques. Je rappelle ici que mon père est polytechnicien, donc un grand mathématicien. Et alors, il se met à me faire des cours de répétition, donc il me fait la table de 5. Il se rend compte que je peux la réciter la première fois comme ça, et puis la deuxième fois, je bug complètement. Pourquoi? Parce que quand je vois mon bourreau arriver, je le regarde, voilà, je sais ce qui m'attend et je me bloque. Et mon répétiteur me dit, mais t'es bête. Et c'est comme ça qu'on a commencé à me dire, mais cet âge-là que j'étais bête. Donc, C'est-à-dire, si je comprends bien, excuse-moi, c'est oui, que tu as ce traumatisme, tu bugs parce que tu as un blocage, parce que la peur t'envahit. Et c'est là où une personne vient ajouter encore en te disant, tu es bête. oui, en fait, nous avons, on fait la répétition, hein, le tableau est là et tout, comme ce sont les dépendances derrière. Donc, du coup, mon répétiteur, 5 fois 1, 5 fois 2 machin, quand je suis avec lui. Mais à un moment, je vois mon bourreau arriver. Il vient comme pour venir me narguer, pour venir me dire, tu sais ce qui t'attend, tu vois, le genre de choses. Et moi, je le vois, tu vois. Je suis, et mon répétiteur qui comprend pas. Le côté vicieux, quoi, la vis, quoi. Tu vois Comprend même quelqu'un. pas ce qui se passe. Il comprend pas ce qui se passe. Et il se rend compte que je bug, mais lui, il comprend pas. Je pense qu'il était aussi jeune. Il n'a pas percuté. Pourtant, moi, j'avais déjà peur de mon bourreau qui arrivait. Il se met à me dire, tu es bête. C'est à cet âge-là qu'on a commencé à me dire dans ma tête que je suis bête, et je suis bête, et je suis bête. Donc, c'est rentré dans ma tête que je suis bête, donc voilà. Et pour fuir dans cette situation, sont arrivées les grandes vacances. Et je dis comme ça à ma mère, moi, je vais aller dans le village de papa. Elle me dit, ah, ça tombe bien parce que la petite sœur de ton père va au village. Et comme ça, tu iras passer tes 2 mois de vacances avec la petite sœur de ton père. Ma mère avait des entreprises, des magasins et tout, hein. Donc, elle me fait les courses et tout. C'est comme ça que je vais au village avec la petite sœur de mon père. Donc, quand nous arrivons au village avec la petite sœur de mon père, ma grand-mère, qui dormait sur les lits en raffia, là, elle dit, toi, tu peux pas dormir ici parce que tu es un enfant et tout. Va dormir dans la maison de tes parents. Je pense que de sa bonne foi de ma grand-mère, elle voulait que je dorme bien. Et c'est comme ça qu'elle envoie donc un autre de mes cousins, qui est le neveu de mon père, le fils de sa grande sœur. Elle lui dit, va donc dormir avec ta petite sœur là-haut pour qu'elle ne dorme pas toute seule dans la grande maison. Ah, ah, Croyant bien faire, croyant croyait bien faire. bien faire. Pour ma grand-mère, elle croyait bien faire. Mais je ne peux pas te raconter le calvaire. Et c'était devant, et c'était derrière, et c'était devant, et c'était derrière. Toute la nuit. Oui, j'ai pas 10 ans, hein. Et on est à 2 mois de vacances. Ah oui, c'est-à-dire que ça va s'enchaîner 2 mois, quoi. Voilà. Donc du coup, à la fin des vacances, ma mère arrive, elle vient me chercher et du premier coup d'œil, ma mère me regarde, elle me dit: «Mais pourquoi tu marches comme ça?» Parce que j'étais elle me regarde, elle me dit: «Pourquoi tu marches comme ça?» Et moi, je la regarde, je me dis: «Bon, quand nous allons repartir, je ne peux pas dire ça là». Et ma mère est venue faire, je crois, 3 jours ou 4 jours, elle est venue, elle était contente d'être avec sa belle-mère et tout. Donc, elle prépare notre départ le temps que ma grand-mère cherche les maniocs, les machins pour que nous repartions en ville.
Et nous arrivons donc en ville. Ma mère, elle me repose plus la question. Et c'est comme ça que cette destruction commence. Quand j'arrive en ville, après avoir subi ça, j'arrive en ville, l'autre me récupère, puisqu'il n'avait pas quitté la maison. L'autre qui était resté en ville me récupère. Donc, j'ai été un objet comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, à plusieurs reprises. Donc, après, nous déménageons, nous venons dans une autre grande ville aussi. Mon père avait toujours un poste. Voilà, et puis il voyageait, il partait en mission, et ma mère qui venait en Europe, et ici, ça. Donc, nous étions toujours avec la famille et des nounous et tout. C'est comme ça que le petit frère de ma mère, qui nous gardait, je tiens ici à dire que les petits frères directs de ma mère, ces petits frères utérins, je tiens à le préciser ici, ne nous ont jamais touchés. Je tiens à le dire. Jamais. Donc, du coup, c'est comme ça donc, que les petits frères de ma mère, qui ont toujours été très corrects avec nous, franchement, rien à dire. Il y a donc un de leurs amis qui venait à la maison. Il est en Europe maintenant. Il vit ici en Europe. Il est fou, interné en hôpital psychiatrique, à l'heure où je te parle. Comme quoi la nature sait bien rendre. Donc, le petit frère de ma mère qui se déplace donc pour aller dans une grande ville nous laisse son ami. Donc, le petit frère de ma mère, il nous laisse. Il s'en va donc en ville, dans une autre ville, il nous laisse donc avec cet ami-là. Et cet ami-là, c'était terrible. C'est, ça dit, t'as l'impression que tu attires, que tu as ça là, marqué. Le pire. Pendant dans cet épisode-là, ma mère, qui est une femme très dynamique, elle faisait comme une sorte de production des concerts avec des artistes. Je ne sais pas si tu étais jeune, je ne sais pas si tu en as entendu parler des Yoka Lokito Oui, qu'elle faisait. oui, oui, bien sûr. Elle faisait venir les gens au Cameroun et tout. Je dis, mais ma mère était très dynamique. Elle faisait donc venir les artistes et tout et tout. Et une fois, elle a donc Oui, invité événementiel. oui, dans plusieurs choses et tout. Donc, elle fait donc venir ces artistes-là et elle invite donc certains qui viennent de Douala, que je connais et qui sont vivants au Cameroun. Donc, je vais taire les noms, qui arrivent pour venir faire leurs prestations et ils vivent à la maison et tout. Et l'un d'entre eux se met à nous violer, Un artiste. qui est vivant aujourd'hui au Cameroun. Et c'est comme ça que le petit frère de ma mère, je ne sais pas comment il a fait pour se réveiller dans la nuit, peut-être qu'il a entendu mes cris étouffés. Il a crié, ils sont sortis, ils l'ont tabassé, tabassé, mais comme un chien. Bon, moi, j'aimerais dire, pourquoi ne pas sortir le nom? Qu'est-ce qui t'empêche? Parce que je trouve qu'il a eu son karma. J'ai pas besoin. Il s'est détruit tout seul. Et je ne sais pas si c'est le karma, mais je vais te dire que 90% des personnes qui m'ont touché, soit sont folles en asile psychiatrique, ceux du Cameroun sont fous, fous. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans leur vie. La nature s'est chargée d'eux. Comme quoi, on ne touche pas aux enfants de lumière. Et je préfère taire son nom parce que ça fera scandale. Certainement, quand j'écrirai mon livre, je vais citer son nom. Mais il vit. En effet. Merci. Donc, c'est dans ce contexte-là que j'ai vécu. Et je pense que c'est à ce moment que il y a eu dans cet épisode-là. Et il y a eu l'épisode où cet ami de mon oncle allait chercher les autres voisins pour venir le faire. Oui. Parce qu'il a vécu chez vous pendant combien de temps? Il venait, c'est-à-dire, tu vois, les amis de la famille, non? Il venait Oui, donc quand le oui, petit oui, frère de oui, maman oui. partait à Yaoundé, genre, il partait à Douala. Il lui dit, tu peux rester garder mes nièces 3, 4 jours, tu vois. Lui il reste avec nous. Et puis, il invitait les voisins. Et aucun des voisins n'était outré Non, de... non, D'accord. Ils avaient de l'habitude de le faire. Parce je que lorsque pense. quelqu'un le fait, ils étaient au nombre de combien? Ils étaient au nombre de 3 et l'un d'entre eux habite chez un grand colonel de l'armée camerounaise, Présentement? son petit frère, même père, même mère. D'accord. Tu as promis que tu vas, dans le livre, tu vas noter les noms. D'accord. OK. Et ça s'est arrêté là. Je pense que ça s'est arrêté. Si ça s'est arrêté, qu'est-ce que je raconte? Après un autre épisode, ça a été quand je suis partie. Moi, j'ai fait le lycée, un lycée réputé au Cameroun. Et un jour, j'étais malade, donc je suis partie à l'infirmerie. Bah, après, et cet infirmier, je sais pas, je pense que j'avais la marque de la bête sur mon front.
Je parce que j'avais la marque la bête sur mon front et cet infirmier l'a fait. Oui. Et c'est comme ça que je pense que c'était la dernière fois quand j'étais au lycée, j'étais déjà au lycée. Quel âge à partir de 5 ans jusqu'à quand? Jusqu'au 11 moins ans, 14 ans. 14 ans. D'accord. De 5 ans à 14 ans, tu as Oui. subi en série les abus sexuels. D'accord. Moi, j'ai envie de te poser la question. Quand ça a commencé en ville, oui, tu ne pouvais pas parce qu'on t'a montré, il t'a intimidé en disant je vais te tuer. Arrivons au village. Tu n'as pas eu moyen de dire à la grand-mère. Je dis déjà à la grand-mère ce qui se passait ou la personne aussi t'a menacé. Hum, hum. D'accord. Quand je vais publier mon livre, cette personne m'a tellement suivie, je pense qu'elle est obnubilée parce que jusqu'en 2020, quand j'étais au deuil de ma mère, elle me suivait partout, si bien que les photos que mes camarades de classe ont prises pour venir m'assister, cette personne figure sur les photos juste derrière moi. Tellement elle est obnubilée. Et la fréquence des actes, c'était toute la nuit, les 2 mois que tu as passé où il n'y avait pas, c'était Je, non-stop. je, je saurais pas, tu sais, j'ai perdu, je pense que ma mémoire traumatique a joué des tours. Je peux vraiment pas te dire parce qu'il y a des choses qui s'effacent, qui se sont effacées. Mais je peux te dire que dans la maison de mes parents, il y en avait trois différents. Mais oui. J'écrirai les noms parce qu'ils sont tous vivants. Et figure-toi qu'au deuil de ma mère en 2020, tous les trois étaient là. Est-ce que moi j'aimerais savoir, est-ce qu'ils ne se connaissaient pas ou Si, ils ne se sont pas passés l'information? je sais pas, je peux pas te dire, j'avais quel âge. D'accord, ok. Je comprends, oui, tout à fait. J'ai une autre question. Au niveau de tes petites sœurs et petits frères, es-tu rassuré qu'ils n'ont pas eu les mêmes bourreaux ou bien Euh, toi, ma tu petite protégeais Ma inconsciemment petite, peut-être? ma petite sœur m'a dit qu'il y a un qui avait essayé, mais comme elle parlait beaucoup. Ah oui, Et si tu me dis, je vais dire à maman, je vais dire à maman, parce qu'elle parlait beaucoup. Et comme ma mère l'aimait beaucoup, pas que ma mère m'aimait pas, mais elle parlait beaucoup, elle était capable de venir dire, maman, maman, c'est. Donc je pense que les gens avaient peur d'elle. Et elle est comme ça jusqu'à aujourd'hui. d'accord. C'est-à-dire le côté des enfants qui parlent beaucoup, Oui. entre guillemets, ça les sauve. Parce que Oui, ça l'a sauvée. Elle m'a dit, ça va. oui, oh, ils ont essayé avec moi plusieurs fois, mais comme ils savaient comment je parle beaucoup, je disais, oh, on va te tuer. Mais si tu me tues, je vais quand même dire à maman, je vais dire à maman si tu me touches. Donc, du coup, elle a été sauvée. D'accord. Bon, Donc, par leur comportement, la façon de la langue rapide, quoi, c'était rapide et elles pouvaient se sauver. Elles étaient voilà. Donc, sauvées par rapport à ça. Contrairement à toi qui intériorisais, toi, tu ne disais rien de peur mhm. qu'on te Donc, frappe. dès lors, j'ai donc été quelqu'un de brisé. J'ai été un objet toute ma vie, bah, toute ma vie, j'ai 46 ans. Jusqu'à très, très récemment, j'ai été un objet parce que pour moi, il fallait que je me crucifie comme le Christ, quoi. Je méritais la crucifixion, je méritais le mal. Pourquoi est-ce que quelqu'un me ferait du bien? Bah non, je méritais le mal, je me laissais faire, j'allais systématiquement vers les pervers, j'allais systématiquement, il fallait que j'ai ça, il fallait que j'ai ça, que j'ai ce mal-là. Oui, tu vibrais à cette fréquence qui fait que tu attirais et tu t'es dit, oui, je le Oui, mérite parce que ça a conditionné ton oui, mental. Tu étais conditionné comme ça que tu ne mérites pas mieux. C'est juste des VUL, EUR oui, qui devaient vraiment être là pour mhm, continuer leur travail, quoi. mhm. C'est Et fort. quand tu n'es pas soutenu par les parents, bon, les parents l'ont su tard, mais le mal était fait. Le mal était fait. J'étais tellement malheureuse, j'étais tellement... Et alors, et nous qui sommes dans des familles chrétiennes, oui, une femme va aller en mariage étant vierge. Une femme, quand tu as un discours comme un discours pareil devant moi, qui, comment j'allais faire pour aller en mariage? Donc, tout ce que je pouvais croiser comme relation, ça pouvait être: «Je suis la route secours, prenez-moi comme ça puisque je ne peux pas vous offrir la virginité». Non, 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 parce elle est détruite, elle a été volée par des Surtout que indigènes. Il oui, faut tout annuler. surtout que pour être une bonne femme, pour être épouser un homme bien, il faut la vertu, il faut être vierge, il faut tout ce qu'on veut, voilà. Et dès lors que tu sais que pour toi c'est déjà sapé, tu te donnes au premier venu. Oui.
C'est-à-dire que personnellement, brisé dans l'âme, émotionnellement, et déjà, tu as déjà ce mental-là que je ne vaux rien, donc celui qui me demande, je dois donner. Ta Mhm. valeur, tu l'as complètement perdue. Tu n'avais plus la notion, la dignité d'un être humain, et voilà, que je vaux quoi? C'est pas ce qu'on m'a fait parce que j'ai pas cherché. Mm, Voilà. OK, mm. d'accord. À quel moment donc tu vas informer les parents? J'avais déjà plus de 20 ans. D'accord. Et qu'est-ce qui te pousse à dire cela à tes parents? Quel était l'élément déclencheur? Euh, je pense que j'en avais un peu marre de «Ben, toi, tu es pas comme ça. Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es pas comme ça? Pourquoi tu es pas comme les autres? Pourquoi tu es pas ci? Pourquoi tu es pas ça? Pourquoi tu es pas ci? Pourquoi tu es pas ça?» Je leur ai un peu dit ça dans mes «Écoutez, moi, j'ai eu l'enfance que j'ai eue». «Mais tu as tout eu!» Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'extérieurement, mes parents, quand je regarde la société d'aujourd'hui, je me rends compte que pour ce qui était mes parents étaient bien, tu vois? Mais avec la vie que tu as eue, la vie que tu avais chez tes parents, tu as eu ce que beaucoup d'enfants n'ont pas eu, tu as eu ici, tu as eu parce que nous, on a eu des nounous très tôt. J'ai eu internet en 98, 97 au Cameroun. Est-ce que tu peux te représenter ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'avais quand même des parents qui étaient bien. J'ai grandi avec des poupées. J'ai pas eu faim, non. Donc, ça veut dire qu'en termes de confort de vie, Oui, tu oui, étais aisé, tu avais un confort de vie. Sauf que les parents n'ont pas compris que ton enfance a été volée voilà. par des individus et ça a brisé ton âme et tu ne Mm, pouvais pas jouir de ce plaisir, tout ce qu'ils t'ont donné, parce que toi, tu ne l'as pas vécu comme tes petites sœurs et les autres l'ont vécu, en effet. Donc, les comparaisons de tes parents pour les autres t'ont amené à t'exprimer mhm, une mhm. fois. C'est comme ça que ça s'est passé. Et quand j'ai eu un certain âge, 17 ans, j'ai donc commencé les crises d'amnésie. J'ai fait des tentatives de suicide, j'ai fait des crises d'amnésie, j'ai fait, voilà, euh, j'ai eu une mémoire complètement bousillée. J'ai recommencé quand même à travailler ça parce que je me suis rendu compte que j'avais plus de mémoire lointaine que de mémoire immédiate parce que les choses s'effacent systématiquement de ma mémoire. Mais ça faisait partie des troubles amnésiques Oui, que tu avais par rapport à, oui, on- d'accord, tu te souvenais des choses passées, oui, mais la oui. mémoire, Et c'est le plus grand regret, bon, plus grand regret, c'est le regret que j'ai aujourd'hui de ne pas être devenue infirmière parce que je savais que j'ai cet handicap. J'aurais voulu poursuivre des études d'infirmière, mais en sachant très bien que je souffre de cet handicap. Jusqu'aujourd'hui, je ne l'ai pas fait. d'accord. Bon, on va revenir vers ça. Ma question est de savoir que lorsque tu arrives à exprimer ça, ton ras-le-bol aux parents et que tu exprimes véritablement ce que tu as vécu, comment tu te sens, premièrement? Deuxièmement, quelle est la réaction de tes parents? Bah, tu aurais pu nous dire. Et puis, mon père, je ne sais pas s'il a pris la mesure. Pour ne pas tirer de long en large, je n'ai pas eu un accompagnement. Bref, ils ont suivi sans plus, Oui, sans plus. peut-être qu'il De ne savait passer pas. voilà. Voilà, je sais pas, peut-être parce qu'ils ne savaient pas à quel point j'étais brisée. Beaucoup de gens se contentaient de me critiquer. J'ai une très bonne amie à moi qui vit à Toulouse, qui est comme ma sœur. Un jour, elle a assisté où l'un de mes parents me disait, «Ah oui, de toute façon, c'est elle le canard boiteux de ma famille.» Si je Oui, comprends bien, il y avait donc deux problèmes. oui, Le parce que problème tu vois, qui a été comme réglé. j'arrivais pas à avancer comme les autres, je n'étais pas un enfant normal. Hashtag, tu vois? D'accord, ça a développé, ce qui fait que pour eux, tu étais quelqu'un qui était, oui, parmi les meilleurs Oui. qu'on voulait voir. Toi, tu étais vraiment celle, Mhm. donc, la famille dit, ben, celle-là, elle est sortie d'où parmi tout ce qu'on a comme enfant? Exactement. Et il y a même pas encore 6 ans, l'un d'entre eux me disait: «Ah, c'est parce que l'autre parent et moi, nous nous sommes rendus compte que tu es bête. Nous nous sommes dit que tu es bête et que tu arriveras à rien.» Il y a même pas encore 6 ans. Un de tes parents, il te dit Oui, ça. oui. Est-ce que ça aussi, ça ne fait pas partie des blessures de ton âme? Parce que là, c'est dévaloriser son enfant, c'est-à-dire que tu perds encore un amour.
que tu avais Oui. besoin. Oui, pour dire que parce que quand tu dis comment ils ont pris, quand tu sais que tu as eu un enfant qui a été brisé comme ça et le parent, c'est quand même la valeur refuge. Oui, tout à fait. Et si le parent te dit, «Nous nous sommes dit que tu es vraiment bête», ça veut dire que pour eux, tout ce que tu leur as raconté, c'est rentré d'un côté, c'est sorti de l'autre, qu'ils ont même pas pris la mesure de ta douleur. Est-ce que c'est pas l'ignorance et de Peut-être, balayer du revers de la main une peut-être. histoire? Peut-être. D'accord. À leur décharge, peut-être. Mais moi, je sais que, peut-être parce que je l'ai vécu, j'aurais pas toléré. Tu vois, par exemple, je te raconte quelque chose qui s'est passé il y a moins de 3 mois là. Celui qui m'avait VIOL au village là, tu sais qu'il venait chez nous, il buvait avec mon père. Moi, je demandais à mon père: «Mais comment ça se fait? Comment» tu vois? Comment tu peux même accepter qu'une telle personne rentre dans ton camp en sachant que j'ai mes petits-neveux là-bas? Tu prends même pas la mesure de j'ai dû faire, un boucan pas possible pour que mon père le vire, qu'il n'entre plus chez nous. Là, ça vient encore heurter la blessure qui est là et comme ça, tu revis encore la situation, quoi, comme si Non c'était seulement hier. la situation, mais je protège les autres enfants. Parce que tous les autres enfants, je ne veux pas qu'un de mes neveux ou ma nièce subisse ça. Je veux pas voir les gens chez moi, je veux pas voir les gens chez nos parents. Bon, aujourd'hui, je passe pour la méchante de la famille qui gronde tout le monde, qui insulte tout le monde, moi, je leur ai dit, moi, j'ai subi, je m'en suis en sortie. Vous n'êtes même pas sûr que vos enfants s'en sortiront. Vous pouvez me traiter de tout, mais vous n'êtes pas sûr que ce que j'ai été capable de supporter jusqu'à atteindre 46 ans, vos enfants pourront. Je le fais pour protéger vos enfants. Après, si vous trouvez que je bavarde trop, c'est pour dire que je pense qu'ils n'ont pas pris la mesure. Oui, 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 non pas mesurer, la profondeur, L'impact, le mal-être et le dégât de voilà. cet acte, quoi. Est-ce que c'était pas pour protéger aussi l'honneur de la famille? Protéger l'honneur de quelle famille? Quelqu'un qui brise ton enfant t'a brisé? Quelle famille? La famille de mon père, notre famille, il faut pas un nom, que ça sorte de la grande famille telle, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais après je ne peux pas le dire, je peux pas je suis pas dans leur tête, je vois pas leur raisonnement. Moi, je fais ce qui est à mon niveau, j'essaie de protéger ce que je peux. Je sais pas, je saurais pas te dire, je sais pas. Ah oui, Stéphanie, quand je te dis ça, c'est par rapport à quand tu entends des histoires un peu similaires. Moi, je te comprends parfaitement parce que on va protéger quoi? Quelqu'un qui a détruit ton enfant, quoi. Il n'y a rien à protéger pour une famille. Mais tu l'entends beaucoup plus. Non, ne raconte pas. Ou ne fais pas, parce que l'honneur de la... Je ne sais pas quelle famille, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pour ça que je disais que, est-ce que ce n'était pas ça aussi que... Ah oui, faut pas, parce que la réputation, voilà. Je sais pas. Donc, ma question est de savoir que, à quel moment alors tu décides de, de véritablement te reconstruire? Le processus a été long parce que, j'ai eu, comment j'appelle, pas mal de drames, en sachant que, après tous ces drames-là, j'ai fait 2 enfants quand j'étais beaucoup plus jeune, que j'ai perdu d'ailleurs. Ah Tout oui. ça est venu se rajouter à ça et j'avais plein, 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 plein de choses à guérir, en fait, et je savais que j'étais une belle personne. Je savais que j'étais une belle âme. Je le savais, je savais, mais j'étais pas convaincue, en fait. Tout à fait. J'étais Heureusement. dans le: «Il faut que tout le monde voit que je suis bien». Cette sœur dont je te parle, qui est à Toulouse, elle appelait ma maison les portes de l'église. Le jour où tu vas entrer chez moi, tu vas constater que j'ai les grosses marmites du Cameroun là, les gros kumbos là. Donc il fallait que tout le monde mange, que tout le monde je suis entrée dans le découvert en France pour des amis, pour des copines. Je peux même te dire qu'on m'appelait la banque. J'allais Mhm. traverser mon découvert pour des amis, pour des il fallait que je sois, il fallait qu'on m'aime, il fallait. Mais, jusqu'à très récemment, j'ai été là-dedans et puis ce sont les rencontres que j'ai faites D'accord. qui me m'ont fait dire: «Mais non, tu vois que là, regarde, j'ai évolué, hein, j'ai mis le foulard, hein». Tu sais que moi je suis toujours en perruque Vous pour cachez la cacher. petite fille. Je pense que j'ai Obama sans perruque, Obama. Waouh. Waouh, Ben, et j'ai fait de belles rencontres, j'ai suivi les histoires des autres. Je me suis dit: «Mais au fait, what?» J'ai commencé à me reconvaincre, mais non.
Déjà, je ne suis pas responsable de ce qui est arrivé. tout à Et fait. j'ai commencé à voir le bon côté de ce que j'ai eu. Parce que quand même, dans mon malheur, j'ai eu beaucoup de chance. Ils auraient pu bousiller mon utérus. J'étais gamine. Avec tout Bien. ce qui peut arriver comme maladie vénérienne et tout, et tout, et tout, j'ai quand même eu beaucoup de chance dans mon malheur. De faire les 3 étalons que j'ai fait, ça, il fallait le faire. Donc, ça, c'est Ah, quelque chose qui m'a porté. J'ai commencé à regarder le bon côté. oui. Je travaille et j'ai commencé à me dire, mais je me suis replongée un peu dans la Bible. Je me dis, mais si ta main droite est une occasion de chute pour toi, mais coupe-la. J'ai commencé à couper. Non, tous ces gens-là même, dis donc, je veux même plus. Dis donc, tous ces gens-là. Et je veux parler ici de mes petits frères et sœurs. Je ne peux pas finir sans parler d'eux, qui ont, et surtout la dernière née. Pour elle, quand elle me voit, elle va beau me faire tous les compliments du monde entier. Pour moi, j'étais plus bas que terre. Je ne sais pas ce que cet enfant serait pas prêt de faire pour que je sois bien. Mais je disais toujours, elle aime me flatter. Et celle dont je te parle qui est à Toulouse, elle me disait toujours, ah, moi, je te vois pas ici, hein. Tu sais que c'est grâce à toi que je deviendrai riche. Tu sais que tu es une étoile. Tu sais ceci. Et ces deux, je les détestais. Tellement elles aiment me donner des éloges. Je les détestais, elles aiment me donner des éloges. Après, un jour, je me suis assise, je me suis dit, mais non, en fait, j'étais en prison, j'avais gardé ces prisonniers dans mon cœur, je les ai baladés, ces locataires qui ne payent même pas le loyer En effet. dans ma vie. J'ai dit, il faut que je commence à vous sortir un peu. Vous êtes dans mon âme sans payer le loyer, c'est comment? Sortez un peu, sortez. Et c'est quand le pardon a commencé à arriver véritablement que tout ça que ça a déclenché. Oui. Ok, d'accord, je comprends bien ton processus. C'est juste en te posant des questions en disant, je sais que je suis une bonne personne, mais le déclic a commencé en disant non, grâce à la parole de Dieu, et en disant que non, vous ne servez à rien et prendre le bon côté des choses. Ça, j'ai mis ça en disant, malgré mon malheur, j'ai pu avoir trois enfants, trois beaux gosses, les Mm. bachelors. Yes. Aujourd'hui, je suis heureuse, j'ai un travail parce que j'aurais pu, je Oui. serais partie, ou bien ne même pas avoir des enfants ou Mm. tomber dans une maladie. Mais Mm. en effet, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que je rebondis sur ça parce que souvent quand les situations arrivent aux gens difficiles, on reste sur ça et on oublie qu'on est accroché qu'à ça. Il faut voir au-delà et le bon côté que ça t'a apporté. Je suis d'accord. J'aurais plusieurs questions à te poser. J'ai envie de dire que quel est l'impact de ce chromatisme dans ta vie? Parce que je pense que tu t'es mariée. Et quel a été l'impact de ce chromatisme? Parce que lorsque je t'entends, tu as souffert beaucoup de dépendance affective parce que tu cherchais l'amour, tu cherchais l'approbation. C'est-à-dire, on sentait quelqu'un qui a des blessures de l'âme non guérie. Même quand on t'encourageait, que quelqu'un t'aimait, comme tu dis, ta petite soeur, elle jurait, te disait, tu es une bonne personne, c'est toi qui vas me faire sortir. Et ta meilleure copine, tu ne croyais pas. Ça montre véritablement des signes. Qu'est-ce que ça a joué? L'impact de ce traumatisme dans ton couple. Dans mon couple, je sais pas si moi j'ai eu un couple assez particulier. J'ai eu un couple assez particulier. Je pense que mon mari m'a redonné confiance, tu vois. Oui. Mon mari, j'ai épousé un homme extrêmement bon. Quand on dit un homme bon, c'est un homme bon. Mais quand on est dans une dépression, dans une dépendance, quand on est à ce niveau, aucun amour ne peut te porter. Rien du tout. Ça peut pas, tu t'es même pas là. Est-ce que tu ne crois à rien? Tu ne crois à rien. De toute façon, tu ne vaux rien, tu n'es rien, tu n'as rien. Tu... Mais mon ex-mari, je prends un exemple simple. Tu es marié. De nos jours, hein, nous avions 10 ans d'écart. Mon ex-mari est né en 68. Donc, il n'est pas vieux. Un homme qui ne va pas te demander ton salaire, je ne sais même pas s'il connaissait le montant de mon salaire. Il ne va rien te demander. Il t'appelle ma chérie. Mais non, il pouvait pas m'aider. Il n'y avait personne qui pouvait m'aider. Ni l'amour de mes soeurs, ni l'amour de mon mari, ni l'amour de mes enfants. Personne. Parce que tu ne t'aimais pas. Il fallait d'abord que tu t'aimes d'abord pour Voilà. comprendre. Voilà. Voilà, je ne m'aimais pas, je me détestais, je me détestais. Et plus je me détestais, au lieu d'aller dans le sens, après, je me détestais et je me complaisais. Voilà.
Je me complaisais dedans, dans la victime. Au lieu de me dire, bon, maintenant que je suis la victime, comment me sortir de là? Oh non, comment on m'a fait ci? Oh là là. Et je prenais des coca. Je buvais 4 litres de coca, 5 litres de coca par jour. Et voilà. Et tout le monde s'apitoyait. Et quand les gens refusaient de s'apitoyer, oh là là, oh mon Dieu, le monde entier ne voit pas combien je souffre. Ils refusent de s'apitoyer. Je me complaisais à un moment. D'accord. Tu te détruisais même parce que oui, tu te détruisais. Le fait de prendre du coca, de l'abus sur ton corps parce que tu compensais le manque. D'accord. C'est quand même assez gros, hein. Je pense que Oui, ton j'ai témoignage va atteint, à un moment, véritablement j'ai atteint aider. 130, j'ai atteint 130 kilos, hein, à un moment. D'accord. 130 kilos et ta taille, si c'est pas indiscret. 1,62. 1,62 m. Oui. Ah oui. Plus 30 kilos, oui. Obésité morbide. En Mm, effet. C'est de l'autodestruction, quoi. mm. En effet. Comment ces expériences ont-elles influencé ta perception de l'amour et de tes relations alors? Comme je disais, pour moi, je méritais des miettes. Qui pouvait aimer une personne comme ça? Un déchet de la nature. Ah oui. Oui. Quelqu'un que Dieu aurait maudit, que les dieux auraient maudit. Qui pouvait? Je t'ai pas digne d'amour, je t'ai pas digne de... Non? Quel est donc le message que tu souhaites adresser aux parents pour les inciter à la vigilance et à écouter les enfants? Ce que je vais dire aux parents, c'est que soyez très, 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 très attentifs. Parce que moi, j'ai eu la chance de m'en sortir. Encore que je me bats. Je tiens à dire que j'ai 46 ans. Je me bats. Ça fait une semaine que j'ai enlevé mes perruques, que je vais au boulot avec mes foulards. C'est très, 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 très compliqué. Que les parents, la vie est difficile. Oui. Encore pire aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, même nos mamans pouvaient rester sans travailler. Encore aujourd'hui, où la vie est difficile. Soyez plus vigilantes. Et surtout, nous, les mamans qui l'avons subi, parce que je ne suis pas la seule maman, je suis sûre. Oui, Ne oui. soyez pas laxistes. Moi, j'ai été dans mon ménage. J'ai jamais laissé mon mari laver mon gamin. Jamais de la vie. Jamais. Dû au chromatisme, c'est pour ça que tu étais, voilà. Donc, je suis vigilante. Soyez vigilants. Parce que quelqu'un qui détruit votre enfant vous a détruit. Vous récolterez les fruits. Cache, moi, j'ai été sauvée par ma foi en Dieu. Mais combien vont être sauvés comme moi? Les statistiques sont là, et nettes et claires. Qu'on arrête ces histoires des familles africaines, aider les neveux des enfants, des machins. Si tu veux aider l'enfant de ta soeur, aide-le chez sa maman. Payez leurs études chez leurs parents. Recrutez vos nounous avec CV et tout. Vous connaissez leur famille, leur mentalité. Et signez comment je peux dire, comme on fait en Occident, extrait de casier judiciaire. Allez jusque-là. Et vous vous entendez à ce qu'en cas de problème, mettez en prison. Le problème qui se pose dans la famille, c'est que quand c'est intrafamilial, quand vous dénoncez, oh, tel va dire non, laisse l'autre, laisse, parce que tu vas enfermer l'enfant de ta soeur, machin. Non, la solidarité, c'est bien. Et donc, moi, j'aide mes cousins, j'aide mes cousines à distance. Bon, maintenant, mes enfants sont grands. La preuve est que je suis divorcée, mais je n'ai pas mis un homme chez moi dans ma vie. Ah non, tant que mes enfants étaient petits, je ne voulais pas entendre. Aujourd'hui, mon dernier, il a 16 ans. Il est grand, il est capable de se battre, tu vois. Il est capable de dire non, tu vois. Donc, soyez vigilantes, les mamans comme les papas. Et tous ceux qui sont comme moi, qui avons subi ce genre de choses, soyez ouverts, ouvrez grand vos yeux. Le monde, il est cruel. Les gens, D'accord. Je vais donc continuer avec cette question qu'est-ce que tu diras donc à une personne vraiment qui a eu un cas similaire que toi? Qu'est-ce que tu diras à cette personne et qui n'ose pas en parler? moi, je ne sais pas si j'ai quelque chose à dire. Je pense que chacun a son déclic à son moment et chacun a ses chemins de guérison. Moi, c'est la foi qui m'a guéri. Les belles rencontres comme toi que j'ai faites, voilà, toutes les rencontres que j'ai eues, je leur dirais, parlez au moment opportun et sachez à qui vous parlez. Moi, j'en ai parlé à mes parents. Ça n'a pas résolu le problème. Allez voir des professionnels, des personnes qui ne vont pas vous juger parce que vos proches sont parfois dans le jugement. Je conseillerais, moi, de s'ouvrir aux personnes extérieures qui ne vous connaissent pas. Elles vont vous écouter
elles vont pas vous juger. Elles n'ont aucun intérêt. Elles n'ont pas de nom de famille à sauver. Elles n'ont pas ci, elles n'ont pas tout un tas de barrières. Parce que les plus grosses blessures viennent aussi des familles. Quand tu es incompris dans ta propre famille. Donc, Tout à mais fait. parlez. Parlez pour vous-même, parlez pour vos enfants. Parce que ce qui est vrai, c'est que nos enfants vont certainement, ont ces traumatismes-là de façon inconsciente dans leur mémoire, je ne sais pas comment je peux appeler ça. Donc, il faut soigner vos enfants. J'essaie d'établir une relation de confiance avec mes garçons. J'essaie de leur parler de leurs copines. J'essaie de leur parler de leurs amis. Je parle de tout. L'ouverture d'esprit, quoi. De ne pas Je rester parle comme on a été alors ta éduqué. copine, alors ton ami, alors ci, alors ça. J'essaye de parler de tout. C'est ce que je peux dire, mais c'est vrai que c'est compliqué dans cette société qui juge, où les victimes doivent se cacher. Voilà ce que je peux dire. Il faut en parler, mais c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Je vais C'est pas. poser que j'aurais dû même poser avant celle que j'ai posée là, avant de passer la parole à Isabelle qui nous a rejoint. Je dirais, quels signes ou comportements devraient alerter les proches sur un possible abus? Je dirais, si vous avez un enfant, je prends un exemple, l'exemple que moi j'ai eu, qui arrête de faire pipi, généralement à l'âge de 5, 6 ans, hein, qui fait plus pipi au lit et qui subitement recommence à faire pipi. D'accord. Ça devrait vous alerter. Tout ce qui est trouble, une étape sur laquelle l'enfant était déjà passé et que l'enfant revienne dessus. Ça doit vous alerter. Après, vous avez des enfants qui naissent calmes, qui ne parlent pas beaucoup. Et vous avez des enfants qui un enfant joyeux, et subitement, l'enfant se met à se renfermer. T'as beau lui demander, mais qu'est-ce qui se passe? L'enfant se renferme. Ça doit vous alerter. Et surtout, dire à vos enfants à l'oreille, il n'y a pas de secret entre nous. Personne doit te dire, ne dis à personne. Tu dis tout à maman. Il ne faut pas que D'accord. l'enfant ait l'impression qu'il peut avoir des secrets entre vous. Ok, d'accord. J'ai retenu que le repli sur soi, l'isolement d'un enfant, même si celui-là n'est pas d'habitude très ouvert, il faut poser des questions, établir le lien de confiance et aussi sur la croissance de l'enfant, des choses qu'il ne faisait pas avant, puis ça reprend, telles que Oui, faire des mictions, des grosses mictions nocturnes. Il voilà. faut alerte, quoi. D'accord.